Merci beaucoup. Bon, vous verrez, à la fin, il y a une démo aussi. Je ne suis pas du tout un développeur web, donc vous allez voir que je n'ai pas le niveau de faire ça. En tout cas, bonjour à tous. Merci d'être là pour cette session. Je vais vous parler comment est-ce qu'on peut faire du serverless, enfin des LLM, donc des Large Language Models, en mode serverless. Alors moi, je suis Guillaume Blaquière, je suis Google Developer Expert sur Google Cloud, donc reconnu expert par Google sur son cloud. Et je suis aussi data architecte chez Carrefour. Donc, mais Carrefour, j'imagine que vous connaissez plutôt bien cette société. Mais là, je ne vais pas du tout parler de Carrefour. Je suis un petit exemple, mais ce n'est pas du tout le sujet de la session. Juste un fait intéressant, ma première société était Worldline. Donc moi, je connais bien Worldline. Mais vous aussi, en fait, parce que quand vous allez chez le médecin, la carte vitale, la télécommande de la carte vitale, c'est fait par Worldline. Et un truc que Raphaël ne vous a pas dit, c'est que pendant 10 ans, les radars automatiques étaient aussi gérés par Worldline. Donc si vous avez pris quelques prunes, c'est chez Worldline que ça se passait. Voilà. Bon, mais là, on ne va pas parler de ça et de Worldline. Mais aujourd'hui, on va avoir un agenda pour parler des LLM en serverless. Alors, un agenda un petit peu particulier parce que les agendas, c'est classique, c'est un peu chiant. Alors, mais déjà, je vais vous parler de Mystic Computing. Vous allez voir, c'est assez bizarre, assez drôle. Après, je vais vous parler de jeux vidéo, parce que je suis un grand fan de jeux vidéo, donc ça, c'est cool aussi. Après, un petit trail que j'ai fait dans les Andes. Et enfin, un petit peu de météo, quoique aujourd'hui, elle est plutôt bonne. Moi, je viens de Montpellier, donc voilà, venant de Montpellier et voir une météo comme ça ici, c'est plutôt cool. Alors, on commence. Mystic Computing, qu'est-ce que c'est? C'est ceci, en fait. C'est quand on a une application web, une application assez magique, mais comme ça, qui apparaît magiquement sur un téléphone, sur un navigateur. Elle a besoin de rien d'autre que de vivre par elle-même. Et quelque part, les serveurs, on s'en fout un petit peu, ça ne sert à rien. Si vous voulez, ça, c'est du serverless. Bon, évidemment, non, ce n'est pas du serverless, parce que le serverless, ce n'est pas de faire tourner son application sans serveur, c'est un petit peu un réducteur, c'est de faire tourner une application sans se soucier des serveurs. Donc, ce n'est pas nous qui les gérons, c'est quelqu'un d'autre. Et donc, vous connaissez bien, je pense, ce modèle de responsabilité entre notamment le IaaS et le PaaS. Donc le IaaS qui est l'infrastructure, vous gérez vos serveurs, le network, la sécurité, le patching et tout ce que je ne sais pas faire, donc ça ne me plaît pas. Et après, il y a le PaaS où en fait, vous avez toute cette couche d'abstraction des serveurs qui est faite par le cloud provider, Amazon, Azure, Google. Et vous gérez votre code. Et moi, je suis un développeur, donc je gère le code, donc c'est beaucoup plus simple pour moi. Et ça tombe bien, il y a un super service sur Google Cloud, parce que je suis expert sur le sujet, donc je vais vous parler de Cloud Run, qui permet de faire tourner des conteneurs. Alors, je tiens à ce mot conteneur parce que beaucoup parlent de Docker ou de Docker Image. Alors, Docker est un super outil qui permet de faire des conteneurs, mais ça reste un outil. C'est pas, voilà, Docker fait des conteneurs. Donc, voilà, c'est juste des conteneurs qu'on peut faire avec autre chose, avec Co, avec Jib, avec autre chose. Voilà, donc, c'est des conteneurs. Et en fait, on les déploie. Donc, on les construit et on les déploie. On n'a rien à faire, aucune configuration, aucun provisioning. On déploie sur Cloud Run et ça marche, tout simplement. Ça peut scaler automatiquement en fonction du trafic. S'il n'y a pas de trafic, ça scale à 0. Donc, ça scale à 0, pas de CPU, pas de mémoire, vous ne payez rien. Donc, ça, c'est cool. Et si vous avez du trafic, ça peut scaler jusqu'à 1000 instances en parallèle. Donc là, ça peut absorber des gros pics de trafic. Et forcément, vous payez uniquement ce que vous consommez. Donc voilà, vous démarrez une instance, vous consommez 1 seconde sur l'instance. Vous ne payez pas les 15 minutes de vie de l'instance, uniquement la seconde que vous consommez. Donc voilà, c'est vraiment à l'usage. Et comme il y a aussi Microsoft qui est le sponsor de cette session, le service équivalent sur Azure, c'est Azure Container Instance, qui est vraiment similaire en termes de prix, en termes de features. Alors peut-être pas toutes les features, je ne sais pas si ça scale aussi bien, tout ça, mais en tout cas, dans l'esprit, c'est vraiment le même service sur Azure aussi. Mais Amazon, je ne connais pas, donc je ne vais pas vous dire. Donc ça, c'est du serverless, donc ça, c'est cool. En plus, c'est mon service qui est préféré. C'est mon service préféré, donc ça, c'est cool. Ensuite, on va parler de mon sujet de prédilection, le jeu vidéo. Qui aime le jeu vidéo ici? Ah, il y a plein de joueurs. Alors moi, j'étais aussi un grand fan de jeux vidéo, et il y a 20 ans, quand je faisais mes études, je voulais devenir développeur de jeux vidéo. Bon, aujourd'hui, je ne le suis pas. Hein. Bon, voilà, il y a un truc qui s'est raté. En fait, quand vous regardez un jeu vidéo, ben voilà, c'est ça. Il y a plein d'images, plein de cours, plein de choses qui s'enchevêtrent. Bref, il y a plein de mathématiques. Et comme je suis mauvais en mathématiques, je ne suis pas développeur de jeux vidéo, mais je vous parlais quand même un petit peu de mathématiques. Je vais même aller un petit peu plus loin que ce qu'a fait Raphaël dans le fonctionnement des LLM. Donc voilà, c'est plein de mathématiques et je vais vous parler justement de ce que j'ai appris quand j'ai voulu découvrir qu'est-ce que c'était le jeu vidéo il y a 20 ans.
Alors déjà, le jeu vidéo, c'est plusieurs choses. Alors, la première chose, assez simple, hein, c'est que vous avez des objets en 3D que vous devez représenter dans une scène, dans un référentiel. En fait, représenter un référentiel, c'est quand même assez simple. Hein, vous avez 3 repères, X, Y, Z. Voilà, et donc pour représenter ça de manière informatique, vous allez représenter ça sous forme d'un tableau, voilà, avec 3 valeurs, X, Y et Z. Et les mathématiciens, je vais vous expliquer pourquoi après, on essaie de rajouter un 1 à la fin. Ça, appelez-le un tableau ou un vecteur. Finalement, c'est la même chose. Donc voilà, X, Y, Z et puis un petit 1 à la fin. Donc là, vous avez une référence dans un modèle en 3D, dans un espace en 3 dimensions. Et ensuite, vous voulez animer, vous faire un jeu vidéo, donc vous voulez des choses qui s'animent. Vous devez transformer ce point dans l'espace. Vous avez 3 transformations que vous pouvez faire. Et pour faire ça, vous allez faire une multiplication de ce vecteur avec une matrice 4 par 4. Alors pour faire une translation, pour déplacer un objet, voilà, vous avez des 1 sur la diagonale et la dernière colonne, vous mettez votre valeur de translation, vous le multipliez par le vecteur et vous trouvez un nouveau vecteur avec justement cette translation qui est faite. Même chose pour une agrandissement ou réduction d'une image, d'une forme, quoi qu'il en soit. Là, cette fois-ci, c'est sur la diagonale que ça se passe. Et vous pouvez aussi faire une rotation de votre objet. Et en fait, ce qui est fort avec les mathématiques, et c'est pour ça qu'une matrice 4 par 4 est utilisée et qu'il y a un 1 à la fin de notre vecteur de référence, c'est qu'en fait, ces 3 transformations peuvent être combinées dans une seule matrice. Et en fait, vous avez besoin d'une seule matrice 4 par 4, de la multiplier par le vecteur pour faire une translation, une rotation et un agrandissement ou une réduction. Donc plein de mathématiques, mais ça c'est cool. Donc là maintenant vous avez une scène en 3D avec plein d'objets, ce qu'on appelle des shapes, sur votre image, mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas pour faire un jeu vidéo, il faut aussi de la lumière. Il faut aussi faire des éclairages et des effets d'ombre ou de lumière. Alors comment ça se passe en fait? Pour éclairer une scène, vous allez avoir une source de lumière et vous allez en fait lancer un rayon de lumière et voir comment est-ce qu'il se reflète sur vos différentes formes. En fait, vous avez un rayon comme ça et vous avez un vecteur donc, de lumière et un vecteur de réflexion de votre rayon de lumière. S'il est pile en face de vous, vous avez 100% de réflexion et s'il est perpendiculaire, il n'y a rien. En fait, pour calculer cet alignement du vecteur de lumière et de la réflexion, vous faites un produit scalaire entre ces deux vecteurs. Et si c'est 0, il n'y a pas de réflexion. Et si c'est un nombre, là, vous avez une valeur, une variante pour calculer votre réflexion. Alors ça, c'est un éclairage simple, parce qu'aujourd'hui, c'est uniquement la lumière qui est directe. Peut-être que si vous faites du jeu vidéo, vous en avez parlé d'éclairage type RTX, donc du ray tracing. En fait, c'est la même chose. Vous avez un rayon de lumière qui va sur une surface, mais ce rayon va rebondir et aller sur d'autres surfaces encore et encore. Donc, vous imaginez la puissance de calcul qu'il faut pour calculer tous ces rebonds à droite à gauche. Donc ça, c'est vraiment ce qui se passe dans les jeux vidéo. Et voilà, il y a beaucoup de mathématiques. Et comme je suis nul là-dedans, je suis resté juste dans le cloud. Et voilà, c'est très bien comme ça aussi. Alors, juste un petit récap sur les maths. Je suis mauvais, donc je fais vraiment un petit récap assez rapide. Qu'est-ce que c'est? Quand on fait une multiplication de matrices et de vecteurs, qu'est-ce qui se passe? Vous allez voir qu'ici, en fait, on va avoir des multiplications et des additions juste à côté. Et quand on va faire un produit scalaire, en fait, donc de 2 vecteurs, bon, si vous avez besoin de 2 vecteurs horizontaux, il faut faire une transposition pour en avoir un vertical et un autre horizontal. Mais vous avez aussi en fait une multiplication et une addition. Et en fait, il faut savoir que qu'est-ce que font les jeux vidéo? Ils font que des additions et des multiplications, des millions, des milliards, des trilliards de fois par seconde pour arriver à avoir une image qui s'anime et qui soit belle, avec des couleurs, avec du son, avec ce que vous voulez. Et pour faire ça, forcément, il faut un petit peu un super pouvoir parce qu'un CPU ne sait pas le faire. Et donc, les jeux vidéo font ça avec des GPU. J'imagine que vous connaissez ça depuis 20 ans, 25 ans. On fait ça. Et donc, NVIDIA et AMD sont les 2 plus grands qui font des GPU et qui font simplement des multiplications et des additions à l'échelle, massivement en parallèle. Alors, pourquoi je parlais de ça, moi? Parce qu'au début, je voulais vous parler de LLM. Alors, comment ça se passe vraiment dans les LLM par rapport à ce qu'on fait dans le jeu vidéo? Alors, si on creuse ça, déjà, je vous parlais de ce qu'on appelait tout ce qui est vecteur et puis matrice. Alors, je ne vais pas rentrer vraiment dans le détail, mais juste pour faire sentir qu'il y a quand même une relation entre les vecteurs et matrices aussi dans les LLM.
Quand vous entrez un prompt sur votre LLM, ça, c'est un prompt. OK? Mais pour l'ordinateur, ce n'est pas un prompt, hein. Pour un ordinateur, ça, c'est juste un tableau de bytes. Voilà, donc ici, on a un array of bytes. Sauf que là aussi, pour une machine, ça ne veut rien dire, en fait. Un LLM, et vous l'avez vu avec ChatGPT ou autre, la première étape qu'il fait avec votre prompt, c'est qu'il va commencer à le tokeniser. Donc typiquement, on va avoir un token. Donc un token, c'est quoi? C'est ça. Par exemple, voilà, le prompt, c'est ça. Évidemment, encore une fois, ce token, il n'a pas vraiment de valeur parce que chaque token, c'est encore un petit array of bytes. Et en fait, chaque token va être remplacé avec un référentiel, un mapping pour donner quelque chose de plus, on va dire, meaningful, avec un sens. Ça va être remplacé par un vecteur de valeur numérique parce que les machines connaissent que les chiffres. Et là, il y a des lettres et là, ça ne va pas. Donc finalement, ce vecteur ici de token va être remplacé par un tableau avec des vecteurs de valeur. Finalement, un vecteur de vecteur, hein, ça fait une matrice. Après, vous passez ça dans le LLM qui va calculer des choses, et Raphaël en a parlé. Au bout d'un moment, on va pouvoir sortir ce qu'on appelle des embeddings. Et qu'est-ce que c'est que des embeddings? En fait, ça va être aussi un tableau avec plein de valeurs qui a une représentation, qui a un sens sémantique, mais ça reste un tableau de chiffres. Voilà. Donc finalement, vous pouvez voir que les matrices et les vecteurs, c'est des choses que manipulent assez bien les LLM, et ils vont faire ça plutôt à l'échelle. Mais si on va un peu plus loin dans le modèle, on va aller voir qu'est-ce qui se passe au niveau des neurones. Donc je suis sûr que vous connaissez ce schéma-là, donc des couches de neurones, deep learning et puis tout ça. Déjà un petit mot de vocabulaire au niveau des connexions. Quand on parle de milliards de paramètres, les paramètres, c'est ça en fait. C'est les connexions qu'il y a entre tous les neurones. Ce n'est pas le nombre de neurones, c'est vraiment les connexions qu'il y a. Donc forcément, plus il y a de connexions, plus le modèle est intelligent et aussi difficile à calculer parce qu'il y a plein de possibilités. Par contre, si on fait un zoom sur un neurone, qu'est-ce qui se passe? Un neurone, on va l'entraîner. On fait du machine learning, donc forcément, on va entraîner le neurone, il va s'entraîner. Mais c'est quoi un entraînement? On parle souvent de tuning ou de paramétrage que l'on change. En fait, le neurone va avoir ses propres paramètres parce qu'il va être destiné à faire une chose en particulier. Donc, il va avoir, lui, une liste de paramètres qui sont propres à ce qu'il est, lui. Et chaque neurone aura ses propres paramètres qui répondra à sa fonction propre. Et en entrée, qu'est-ce qu'il va avoir? Il va recevoir, par exemple, notre embeddings ou des valeurs. Il va recevoir aussi un vecteur. Il reçoit un vecteur et il va devoir vérifier si l'information qu'il reçoit en entrée, donc le vecteur qu'il reçoit en entrée, est aligné avec sa propre configuration. Et donc en fait, on va faire un alignement de mes deux vecteurs. Et si vous vous rappelez ce que j'ai dit avant sur la lumière, pour voir si deux vecteurs sont alignés, on fait un produit scalaire dans le neurone. Il y a ensuite une fonction d'activation, souvent c'est relu qui est utilisé. Et si le neurone est actif, il y aura le chiffre, donc le scalaire, qui est produit en sortie. Donc le neurone fonctionne comme ça, avec des produits scalaires pour donner un output qui va ensuite enrichir un autre neurone en sortie, etc., jusqu'à arriver à la fin et avoir notre image ou notre texte qui est généré. Donc si on fait un résumé, en fait, dans les jeux vidéo, on va quand même avoir des matrices, on va multiplier des matrices et des vecteurs pour tout ce qui est transformation de vertex ou de vertices dans l'environnement de 3D, et des produits scalaires avec un effet, les effets de lumière. Et dans les LLM, pareil, la partie tokenisation et embeddings seront des matrices et des vecteurs, et les neurones font, eux, des produits scalaires. Donc finalement, le jeu vidéo est plutôt utile pour les LLM, et c'est pour ça que quand on parle de GPU, quand on voit aujourd'hui c'est OpenAI qui manque de GPU pour servir son dernier modèle. Pourquoi les GPU? Parce qu'il faut quelque chose qui, à l'échelle, fasse des multiplications et des additions, comme les font les jeux vidéo. Bon, ok, ça c'est cool. Mais en fait, ah oui, j'ai oublié ça. Alors, ce qui est bien, c'est que depuis septembre 2024, et là, je pense que ce n'est pas le cas sur Azure, Cloud Run, en fait, permet de servir ou me propose des GPU NVIDIA en serverless. C'est-à-dire qu'on demande, vous démarrez une instance Cloud Run, vous pouvez lui demander de prendre un GPU et de démarrer donc avec un GPU. Donc ça, c'est cool, ça c'est depuis septembre 2024. C'est encore en preview. Ça devrait arriver en GA, je pense, Q2 ou Q3 cette année. Mais voilà, ça c'est une feature, en tout cas, qui est sur Google Cloud. Et bon, je pense pas sur Azure, mais je ne vais pas me mouiller parce que j'en suis pas sûr.
Alors, le jeu vidéo, c'est bien cool, mais il vaut mieux sortir un petit peu parce que ouais, il fait quand même beau à l'extérieur et j'aime bien aller dans les Andes. Et en fait, quand j'ai visité, j'ai trouvé un village, mais comme ça, assez bizarre, avec Mistral, avec Yama, avec Gema. Et oh, il y a un lama en face. Alors, ça marche beaucoup mieux en anglais, cette blague, parce qu'en fait, je n'ai pas trouvé plus représentatif pour parler de Oyama. Donc voilà, un lama, mais bon, en français, c'est pas top. Alors, Oyama, qu'est-ce que c'est? C'est un framework, non, c'est même un outil qui vous permet de servir des LLM vraiment facilement. Bon, déjà, il est compatible avec plusieurs LLM open source. Donc, il y a Gemma de Google, il y a Yama, il y a Mistral. Voilà, donc vous avez plusieurs modèles open source bruts, mais aussi les modèles qui sont fine-tunés, puisqu'en fait, les modèles fine-tunés, ça reste les modèles bruts qui sont juste un petit peu adaptés sur la dernière couche. Donc, mais finalement, c'est compatible avec tous les modèles open source, qui soient bruts ou fine-tunés. L'autre feature qui est super cool et que j'ai apprécié quand j'ai fait mon test et ma démo, c'est que Oyama s'adapte automatiquement au hardware que vous avez embarqué. Donc, si vous démarrez votre conteneur et Oyama détecte un GPU, super, il démarre le GPU, il charge votre modèle sur le GPU. Si vous n'avez pas de GPU compatible ou de driver compatible ou autre, c'est pas grave, il va charger votre LLM sur le CPU. Forcément, les temps de réponse ne sont pas les mêmes, mais ça marche. Il n'y a pas de plantage. Vous n'avez pas besoin de configurer, de mettre une option, un paramètre en entrée, non, ça marche tout seul. Ensuite, c'est open source. Donc voilà, donc si vous voulez contribuer, ajouter un modèle, fixer des bugs, faites-vous plaisir. Et enfin, c'est sécurisé. Alors pourquoi sécurisé? C'est pas sécurisé parce que c'est le truc le plus robuste au monde. C'est sécurisé parce que ça vous permet de lancer vos LLM sur votre hardware. Donc au lieu de dire vous avez des données sensibles dans votre société, par exemple comme Carrefour, et vous allez interroger un modèle chez OpenAI, chez Google, et donc vous allez prendre vos données, les envoyer à un tiers pour recevoir une réponse. Alors même si vous garantissent qu'ils ne vont pas utiliser vos données ou autres, vous n'êtes jamais sûr. Et si c'est des données qui sont critiques, vaut mieux envoyer les données en local sur votre hardware que vous maîtrisez. Et en fait, vous avez jamais de tiers dans la boucle et c'est beaucoup plus sûr quand c'est vraiment des données critiques. Donc c'est en ce sens que c'est sécurisé si vous voulez vous assurer qu'il n'y ait pas de tiers dans votre inférence. Bon, ça c'est cool. Maintenant, on va parler de météo. Alors là, il se trouve que la météo elle est bonne à Paris, donc il n'y a pas de nuages. En même temps, à part parler de cloud et de météo, voilà, j'ai aussi pas trouvé de références meilleures que ça. Et on va tout mixer ensemble, aussi bien Oyama, le serverless, les jeux vidéo et le cloud. Et en fait, on va trouver ceci. On va pouvoir faire ceci sur Google Cloud. On a d'un côté Cloud Run, qui est un produit qui est serverless, et on va le coupler avec des GPU, donc des NVIDIA L4. Et ensuite, on a d'un côté plus applicatif, on va avoir Oyama, que j'ai chargé avec Gemma. Donc d'un côté, c'est sur Google Cloud, et de l'autre, j'ai créé un conteneur, avec Docker certes, mais ça reste un conteneur, et ça va donner cette démo qui est ici. Alors la démo, hop, je vais cliquer ici. Donc vous allez voir, c'est mes skills qui sont... hop, on peut y aller. Non, ça ne va pas s'ouvrir. Pourquoi ça ne va pas s'ouvrir? Oui. Attendez, je vais faire une copie de l'IP. Voilà, ça c'est ma magnifique page web. Donc à gauche, vous avez la partie sans GPU. À droite, vous avez Cloud Run avec du GPU. J'ai un petit prompt qui est à la fin. On va lui mettre juste un petit prompt parce que hop, il faut que ça démarre parce que Cloud Run, mais vous vous rappelez, mais je vous l'ai dit, ça scale à 0. Donc là, pour l'instant, il n'y a pas d'instances qui sont démarrées. Donc il faut que l'instance, elle démarre. Il faut que l'instance avec GPU attache un GPU. Il faut que l'instance charge les drivers, puis ensuite attache votre conteneur, démarre le conteneur, donc démarre Oyama, charge le modèle, et une fois que tout ça est fait, on va pouvoir faire l'inférence du modèle. Alors vous allez voir, ça va prendre à peu près une vingtaine de secondes de faire ça sur la partie avec mes GPU. Et voilà, donc là, ça a mis une vingtaine de secondes à démarrer, donc le conteneur, le GPU, etc. Donc ça, c'est le démarrage. Là, par contre, ici, sans GPU, alors j'ai laissé les paramètres par défaut avec Oyama. Ça veut dire que quand Oyama démarre et reçoit une requête, si au bout de 30 secondes, il n'y a pas eu de réponse, on a un timeout. Donc
Donc normalement ici, ça va finir en timeout parce que c'était trop long à démarrer sur un CPU. Parce que même si c'est un modèle de 2 milliards de paramètres, sur un CPU, ça ne tient pas. Donc voilà, donc on est tombé en timeout ici au bout de 50 secondes. Et ici, voilà, on a eu donc 23 secondes. Alors 23 secondes, c'est un peu long au démarrage, mais une fois que le modèle est chargé et que l'instance est démarrée, voilà, je vais y mettre un truc comme ça, donc assez bateau. Donc là, voilà, ça va répondre en 2 secondes. Voilà, 1 seconde et demie, on a quelque chose. C'est beaucoup plus acceptable en termes d'interaction pour un chatbot. Voilà, 2 secondes, on met un prompt, on reçoit une réponse. Bon voilà, ça peut être cool. Ici, voilà, on va être à peu près 10 fois plus long sur la partie avec CPU. Forcément, hein, on n'est pas accéléré, on n'a qu'un CPU qui fait des multiplications et des additions. Donc voilà, on met 10 fois plus de temps. Voilà, ce qui est normal, hein, ça coûte à peu près 10 fois plus cher de faire du Cladrun avec GPU que sans GPU. Donc si c'est 10 fois plus cher, c'est aussi 10 fois plus rapide. On n'est pas trop mal. Après, on pourrait mettre des prompts plus compliqués, évidemment. Mais voilà, le but, c'était de vous montrer ça, la différence avec le même conteneur. On peut le déployer sur une instance avec et sans GPU. Et avec GPU, quand même, ça va bien plus vite quand on fait, quand on fait quelques prompts. Bon, ça, c'est juste pour vous montrer que ça marchait. Mais ensuite, c'est pas l'idéal, en fait. Enfin, c'est pas fait pour tous les use cases. Pourquoi? Parce qu'en fait, déjà, aucune solution est parfaite. Je pense que dans l'IT, vous savez. Moi, ce que j'aime bien avec Cladrun GPU, c'est que vous allez avoir des GPU, vous allez payer des GPU, réserver des GPU, que quand vous en avez besoin. Pas besoin de les provisionner à l'avance, au cas où il y ait du trafic, au cas où il y ait quelqu'un qui se connecte. Il nous faut un serveur, il nous faut un GPU, 2 GPU, 10 GPU d'actifs. Non. Là, on a 0, donc c'est mieux pour mes portefeuilles, c'est mieux pour la planète, c'est mieux pour le partage des ressources entre qui en a besoin à quel moment. Donc ça, c'est déjà bien. Ensuite, ça scale en fonction du trafic. Donc ça, c'est plutôt Cladrun qui le fait. En fonction du nombre de requêtes que vous avez, Cladrun va provisionner plus ou moins d'instances. Et ça, c'est automatique, vous n'avez rien à faire. Et enfin, c'est super simple. Là, je n'ai pas eu mes besoins d'attacher un GPU, je n'ai pas besoin d'installer les drivers. Déjà, essayez, hein, prenez une instance, que ce soit sur Azure ou GCP, prenez une instance basique, attachez un GPU, chargez des drivers, trouvez les bons drivers, les bonnes versions de CUDA, etc. C'est des fois un petit peu compliqué. Là, c'est tout packagé, j'ai rien à faire, ça démarre, ça marche, c'est fabuleux. Par contre, c'est pas que magique, le démarrage. Vous avez vu, ça prend 20 secondes à démarrer. Bon, si vous avez un client en face, ça veut dire que le client est allé chez le concurrent parce que c'est pas terrible. Il y a quelques limitations, forcément, c'est assez nouveau. On a une région disponible sur chaque continent, mais pas toutes les régions. OpenAI manque de GPU, Google limite les GPU aussi, donc forcément tout le monde en manque un petit peu. Donc voilà, il n'y a pas beaucoup de. Voilà, il y a maximum 7 instances en parallèle. J'ai vu Google faire des démos avec 100 instances en parallèle, mais pour l'instant on est limité à 7 instances en parallèle dans quelques régions dans le monde. Et enfin, aujourd'hui, uniquement des cartes graphiques NVIDIA L4 sont disponibles. Donc ce n'est pas les plus puissantes, ce n'est pas les plus pourries, mais voilà, on n'a pas le choix non plus parce que c'est le démarrage. Alors typiquement, ce genre de use case n'est pas fait pour tout. Alors typiquement sur Carrefour, le e-commerce, c'est sûr que ce n'est pas fait pour ça. Par contre, chez Carrefour, on a une IA interne. Alors ce n'est pas développé avec ça, mais j'en suis bien désolé, mais ça aurait pu. C'est une IA qui s'appelle Askia. Askia, c'est un chatbot qui permet aux employés d'interroger, enfin de poser des questions sur tout ce qui est RH. Combien est-ce que je prends de congés, je suis en arrêt maladie, à qui est-ce que j'envoie ma fiche, mon arrêt maladie. Ce week-end, je suis papa, comment je fais pour avoir mes congés paternité. Bref, des choses un peu comme ça. Dans ce genre de use case-là, vous pouvez imaginer qu'un chatbot comme ça en serverless est tout à fait acceptable. Déjà, c'est un employé, c'est de l'interne, donc s'il attend 20 secondes pour sa première requête, c'est pas très grave. Vous pouvez aussi imaginer que la nuit et le week-end, il n'y a pas beaucoup d'employés qui vont demander des choses sur leurs conditions RH. Peut-être un papa à la maternité le samedi soir, voilà, il pose il pose une question, mais il attend 20 secondes, mais ça démarre. Voilà, vous allez payer uniquement quand le chatbot est utilisé et pas pour rien, mais le soir et le week-end. Donc ça, voilà, c'est le genre de use case qui qui pourrait être utilisé avec Cladrun GPU, mais tous les use cases ne sont pas faits pour ça. Donc à vous de choisir le bon cas d'usage. Je vais juste conclure en vous disant que c'est facile à utiliser, donc essayez-le.
Moi, je pense qu'en une trentaine de mes 2 minutes, j'ai écrit un article. Il y a le lien après dans le slide, et puis je partagerai mes slides aussi sur LinkedIn. En fait, je pense qu'en 30 minutes, vous pouvez faire ce test, construire le conteneur et le déployer. C'est vraiment très simple et très rapide à faire. Et c'est aussi le premier pas pour faire du serverless LLM et ne payer vos GPU que quand vous en avez besoin. Donc voilà, vous pouvez me retrouver, si vous voulez, ici. Je partagerai ce slide-là. Et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas maintenant ou plus tard sur LinkedIn. Voilà, pas ce soir pour les pizzas, parce que je rentre chez moi dans le sud, mais juste après. Mais en tout cas, voilà, si vous avez des questions, je serai ravi de vous répondre. On a qu'un seul micro. Tout d'abord, merci beaucoup pour cette présentation. C'était très intéressant. Je voulais savoir, est-ce que le workflow que vous avez expliqué, donc serverless et aussi local, vous l'avez partagé sur un GitHub ou c'est un truc vraiment local? C'est un truc. Est-ce que vous avez mis des exemples qu'on peut récupérer? Alors, je me rappelle pas avoir partagé sur GitHub le code que j'ai utilisé. Par contre, dans l'article que j'ai fait, parce que c'est quasiment que du Dockerfile en fait, hein, il n'y a que de la configuration. Par contre, il y a tout ce qu'il faut dans l'article que j'ai écrit. Donc, c'est pas dans un GitHub, il faut faire des copier-coller sur l'article Medium que j'ai écrit. Mais voilà, ça fonctionne. Voilà. Mais c'est juste que je pense pas que j'ai fait un truc là-dessus. Je pense pas. Une autre question? Ou tout était clair? Je veux juste une question sur le coût que ça représente en fait. Parce que bon. Alors, j'ai pas le coût en tête exactement. Je crois que faire la démo là, ça me coûte un truc comme 30 centimes, un truc comme ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, alors avec Cloud Run GPU, quand on démarre une instance, l'instance a une durée de vie de 15 minutes après la dernière requête qu'il a reçue. Comme ça, Google en fait garde chaud l'instance au cas où il y ait d'autres requêtes, et au bout de 15 minutes, considère qu'il n'y a plus de requêtes, il va éteindre cette instance. En fait, quand on met des GPU sur une instance, on ne paye pas juste la durée de la requête, ça c'est vrai avec du CPU, on va payer la durée de l'instance. Donc là, je paye 15 minutes de un GPU. Bon, le CPU, ça ne compte pas beaucoup, voilà, mais c'est surtout le GPU qui coûte cher. Et voilà, je paye 15 minutes de GPU. Une autre question? Ou c'est... Ah, oui. Alors, quels sont les cas d'usage en fait, que tu vois maintenant pour Carrefour, à proprement parler? Est-ce que, ça y est, maintenant, il y a du LLM en serverless? Et du coup, en pratique, Carrefour, sans trop révéler ce sur quoi tu travailles, c'est quoi les cas d'usage que du coup, tu te dis, ah tiens, ça va m'aider? Après, on pourra poser la question de combien ça coûte. En fait, c'est exactement le cas d'usage que j'ai présenté. Le vrai problème aujourd'hui avec Cloud Run GPU, quand on ne veut pas mettre une instance à 1 et donc garder une instance toujours chaude, c'est le temps de démarrage. Donc en fait, il ne faut pas que le temps de démarrage soit un problème. C'est pour ça que quand ça peut être aussi du batch, parce que là, depuis 2 jours, en privé, mes prévus Cloud Run Job pour faire des batchs est aussi compatible avec des GPU, par exemple pour faire du training ou de l'inférence en batch. Donc ça aussi, ça va arriver. C'est un grand, mais en privé prévu chez Google Cloud. Donc voilà, il y a ou du batch avec Cloud Run Job, ou alors quand c'est vraiment, on peut prendre le temps de démarrer. Donc peut-être des choses asynchrones. Je ne sais pas, on met ça dans une queue de messages et puis on le traite. Par exemple, on met un message, on met un fichier dans un bucket, ça peut être un Azure Blob Storage ou un Cloud Storage sur Google Cloud. Et puis le fichier peut être traité 20 secondes, 30 secondes après pour extraire des métadatas et les mettre dans une base de données NoSQL, un truc comme ça. Il ne faut pas que le temps de démarrage soit un frein. Donc si c'est un client en face, il ne faut pas.
Si c'est un employé, on peut dire pourquoi pas, mais il peut attendre. Ou alors des choses qui sont vraiment asynchrones, qui fonctionnent en tâche de fond. Voilà, c'est vraiment ça. Du coup, on est limité sur l'utilisation parce que du coup, ça sert que pour l'inférence. Mais si jamais j'ai envie d'entraîner un modèle, je peux pas passer par le cloud? Si, ok. Alors c'est pour ça que je viens de mentionner juste Cloud Run Job pour faire justement du batch. Donc en fait, dans des tâches de batch, on peut attacher maintenant des GPU et donc ça permet de faire du fine-tuning de modèles, mais justement avec quelque chose qui tourne en tâche de fond avec du batch. Après, il y a aussi d'autres services qui tournent sur Google Cloud, Vertex AI avec du training et tout ça. Mais là, oui, on pourrait faire ça avec du Cloud Run Job, mais exactement. C'est plusieurs cas d'usage. Après, si en local, tu as suffisamment de puissance de calcul, tu fais ça en local. Hein. Voilà. Après, ce n'est qu'une question de puissance. Hein. Donc voilà, tu te crées des clusters de machines. Et puis, d'ailleurs, il y a un projet open source. J'ai plus le nom en tête, mais ça, tu le retrouveras sur programmer.com. J'ai fait un petit article dessus il y a 8-10 jours. Un projet open source en fait, qui permet de splitter tes larges modèles sur un cluster de machines. En fait, tu installes l'outil sur tous tes devices, que ce soit du smartphone, que ce soit du laptop, du Pi, etc. Il a une fonction de découverte locale. Et après, tu lui fais ingurgiter ton modèle, tu fais de l'inférence dessus, et lui, en fait, il dispatche en fait, la charge sur X machines que tu as déclarées dans ton local. Et ça, c'est super pratique. Et tu as très peu d'outils qui sont capables de faire ça aujourd'hui. Hein. Voilà. Sauf erreur. Bon, après, si tu veux faire juste de l'entraînement ou du fine-tuning de modèles, tu crées une machine, tu attaches un GPU, tu lances ton job, et puis quand c'est fini, tu l'éteins. Ça se scripte très bien aussi, quel que soit le cloud. Hein. Le cloud on job, c'est super fluide. Par contre, effectivement, en cloud, vous n'oubliez pas de faire effectivement un désalloc hein, quand même, évidemment, parce que sinon, si vous désalloquez pas vos ressources, vous continuez à payer, hein, évidemment. Donc surtout, vous pensez à bien éteindre toutes les ressources que vous avez. Si vous avez des clusters cubes, vous l'éteignez s'il n'est pas utilisé, etc. etc. Mardi dernier, il y a eu une question lors d'un meet-up programmé chez OVH où on demandait si GCP, si Azure faisait des tarifs jour-nuit. Non. Non, c'est une idée, mais oui, mais non. Voilà. Mais non, en fait, le cloud, c'est pratique, mais faites très attention effectivement aux coûts, parce que les coûts peuvent monter extrêmement vite si vous commencez à charger les choses. La question du coût, effectivement, c'est très important. Si vous chargez vraiment vos workloads, pensez à mettre en place toutes les API de billing. Donc toutes les API de facturation et de suivi de ressources. Ça, c'est absolument vital. Faites du billing avec de l'open télémétrie ou du Grafana pour créer vos propres dashboards et suivre exactement qu'est-ce qui se passe dans vos ressources cloud. Ça, c'est super important aussi. Voilà. L'un ne va pas sans l'autre aujourd'hui. Hein. Voilà. Une autre question ? Eh ben non, en fait. Eh ben on va passer à la suite. Ben voilà. Merci à toi. Très bien. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je suis là pour parler d'agents. Alors, mon titre qui était là exprès pour faire le buzz, hein, comment je me suis remplacé par mes agents IA. Bon, évidemment, les agents ne vont pas vous remplacer aujourd'hui. L'IA ne va pas vous remplacer. Éventuellement, je me suis remplacé par une meilleure version de moi-même par mes agents IA. Vous allez voir qu'on peut avoir des super pouvoirs grâce à l'IA. Et donc, c'est l'objet de ma session. Tu veux que je remette celle d'avant, c'est ça? Donc, merci aux partenaires de DEFCON, hein, aujourd'hui, dont Microsoft et 42 qui nous hébergent. Donc voilà, moi je me présente, moi je suis Aymeric Wimbach. Donc juste avant, on avait un speaker qui était GDE de chez Google. Donc moi je suis un peu l'équivalent mais Microsoftien. Donc je suis MVP Microsoft. Donc mes spécialités c'est Azure, donc le cloud de Microsoft depuis
presque 14 ans maintenant. Et l'IA, comme forcément c'est un peu le sujet du moment, et que moi, ça fait quelques années aussi que le sujet m'amuse bien. Donc, je vais vous parler d'IA. Je suis indépendant, hein, comme les G2. Moi, je ne suis pas de Microsoft, hein, je ne suis pas salarié de Microsoft. Si vous voulez me retrouver sur les réseaux sociaux, donc, je suis à TMW sur Blue Sky et pas sur le réseau auquel on pense. Vous pouvez aussi me connecter sur LinkedIn si vous voulez. Et ça, ce n'est pas une photo de moi, évidemment. C'était bien parce qu'on avait une session avant sur Stability AI. Donc ça, c'est pareil, en fait, c'est juste une image générée de moi, avec un LoRa qui a été entraîné avec des visages, des photos de moi. Et donc ça a été fait avec flux, pas Stable Diffusion, mais voilà, avec la dernière flux qui a été fait par des anciens de Stability. Donc voilà. Et aujourd'hui, je suis là aussi pour présenter la Global AI Community. Donc il y a un meet-up qui s'appelle le Global AI Paris que je représente. Et donc, pareil, on fait des événements tous les mois où on parle d'IA. Donc, je vous invite aussi à venir pour un prochain événement. Donc, n'hésitez pas à nous retrouver sur Meetup. Et le prochain, ce sera sûrement le Global AI Bootcamp qui aura lieu probablement dans une école le mois prochain. Alors, le futur de l'IA générative, évidemment, tout le monde le dit en ce moment, c'est les agents. Donc, c'est l'agentic AI, c'est l'émergence qu'on a aujourd'hui des agents. Donc, un petit peu, je sais que François est fan d'archéologie, donc un petit peu d'histoire sur l'IA. Évidemment, le concept d'agent autonome, d'agent IA, c'est pas un concept qui date de cette année, hein. C'est quelque chose qui est quasiment aussi vieux que l'informatique. Et donc, les premiers papiers de recherche datent d'il y a un certain temps, hein. Même à l'époque d'Alan Turing, on parlait d'IA, il y avait le test de Turing. Dans les années 80-90, il y avait les systèmes experts. Il y avait, donc, ça a traversé plusieurs époques, on va dire, la partie agent et la partie IA. Ce dont on parle aujourd'hui, quand on parle d'agents IA, c'est les agents à base de LLM. Donc, parce que voilà, les LLM ont révolutionné un peu le domaine ces dernières années. Et donc, c'est ça l'agent IA moderne. Donc, ce qu'on appelle un agent, c'est une entité artificielle capable de percevoir son environnement à l'aide de capteurs, de prendre des décisions, puis d'agir en réponse à l'aide d'actionnaires. Ça, c'est la base, c'est la théorie. Dans la pratique, aujourd'hui, ce qu'on essaie de faire, enfin ce qu'on fait aujourd'hui avec des agents, c'est plus simple, on va dire, quand on a des agents logiciels. C'est un agent, donc le cerveau, c'est un LLM, c'est un chat GPT, enfin un modèle de OpenAI, ou un modèle de Mistral, ou n'importe quel LLM, ou un peu plus petit, un SLM dont je parlais l'année dernière. Avec donc soit en local, soit dans le cloud. Et après, pour faire un agent, c'est un LLM. On va dire que quand on utilise les agents IA dont on parle aujourd'hui, c'est un microservice avec un LLM, avec de la mémoire, court terme et long terme éventuellement, et l'accès à des outils. En gros, ce LLM, il a accès à des outils et qui peut actionner et donc démarrer des actions avec ces outils. Donc les LLM, ils ont une capacité, c'est ça qui donne l'agentique qu'il y a aujourd'hui, c'est que les LLM, ils ont une capacité de planification. On peut leur donner un sujet et ils vont être capables de décomposer ce sujet en petites tâches plus petites et avec les outils qu'il a, faire appel à ces outils et du coup effectuer cette tâche. Donc, une des techniques, il y en a plein, donc là, je ne vais pas vous envoyer toutes les techniques de planification des outils. C'est, par exemple, le Let's Think Step by Step, ce que vous donniez à un agent IA, Let's Think Step by Step, et il est capable de décomposer sa tâche en plusieurs étapes et du coup, de faire du raisonnement. Et voilà, c'est comme ça que marchent les modèles modernes et les agents.
Donc, les agents, ils sont aussi capables d'appeler des outils, donc avec ce qu'on appelle le function calling. Vous lui donnez la requête et il appelle l'outil. Donc ça marche avec tous les LLM modernes, chez OpenAI, chez Google. Et puis après, ils s'attaquent des outils. Donc les outils, l'un des outils les plus utilisés, le RAG, c'est pour la mémoire. Et puis après, les outils, c'est juste du code. Donc ça peut être une fonction Python toute simple qui fait appel à quelque chose, qui fait appel du coup à la météo, du code, n'importe quel code, ou d'appeler un autre modèle, donc un modèle multimodal, comme par exemple un modèle de génération d'images ou des actions pour envoyer des emails, pour écrire dans une base de données. Il y a plein de frameworks agentiques aujourd'hui. Donc l'année dernière, ou il y a 2 ans, on va dire que le plus connu et le plus utilisé, c'était LangChain. Chez Microsoft, on a Semantic Kernel qui est le plus connu et qui est le plus utilisé aussi. Et puis dans ce univers de framework agentique, moi je vais vous parler d'Autogène aujourd'hui. Donc pareil, Autogène a aussi une histoire, donc je vais vous parler un peu. Et puis on a, donc ça c'est des frameworks, on écrit du code, on fait son agent. Et puis aussi OpenAI qui avait sorti l'année dernière l'API Assistant, qui permettait en gros de faire un microservice et de faire un agent tout hébergé. Alors, si je vous remets une petite... Donc voilà, cette API en mode SaaS pour les agents qu'on a d'OpenAI, elle est disponible dans Azure depuis l'année dernière également. Et vous pouvez l'utiliser directement sur le playground Azure AI, sur le Foundry. Du coup, vous lui donnez des instructions, vous lui donnez un prompt système et vous lui donnez accès à des outils et il va être capable, du coup, en utilisant l'API d'OpenAI, d'exécuter des tâches. Donc là, j'ai un assistant tout simple qui est capable de générer des images en générant du Python. Donc, je vais lui demander un graphique. Fais-moi un graphique en camembert. En camembert. Qui représente les différents types d'humour. Donc ce que ça fait, c'est que, bon, là évidemment, je lui demande quelque chose sur lequel il va forcément un peu halluciner parce que, voilà, je lui demande de me classifier les humours et de me faire un graphique qui va représenter les types d'humour. Donc, il planifie la tâche. Il commence par dire c'est quoi les humours. Voilà. Donc, il a été capable, du coup, de me générer un graphique sur la répartition des différents types d'humour. Bon, on ne sait pas trop de comment il va classer, comment il met les pourcentages sur chaque type d'humour, mais en fait, là, ce qu'il a fait, c'est qu'il a généré du code Python, il l'a exécuté, il a généré une image et il m'a généré une image. Ça, c'est évidemment des données qui sont complètement fictives là, sur ce coup-là, pour la démo, mais vous pouvez mettre vos propres données derrière et faire des vrais contenus intéressants pour une vraie utilité. Là, pour le coup, c'est vraiment juste pour de la démo. Et tout ça, c'est personnalisable. Et vous voyez, ça prend 30 secondes à essayer. Alors, donc ça date de l'année dernière. C'est OpenAI qui avait sorti ça et qui a... que vous pouvez avoir directement soit sur le site d'OpenAI, soit dans Azure.
Donc là, de façon toute fraîche, qui a été annoncé au dernier événement Microsoft, il y a Azure AI Agent Service qui est sorti. Azure AI Agent Service, c'est, on va dire, le même type de service que les assistants OpenAI, sauf que c'est dans le monde Microsoft. C'est-à-dire que l'assistant, l'API assistant d'OpenAI, elle est basée sur Azure. L'infra de chez OpenAI, c'est Azure. Et donc Azure et Agent Service, c'est la même chose. C'est les assistants OpenAI, mais avec tout l'univers Microsoft derrière. Donc on le branche du coup avec des outils directement avec Bing, avec SharePoint, avec Fabric, avec Azure AI Search et avec tous les outils Microsoft. Donc c'est disponible pareil sur Azure AI Foundry, Azure AI Foundry Agent Service. Donc on peut directement le connecter, si vous avez une infra Azure, le connecter avec son infra Azure, accéder directement au graphe de 365, etc. Et on a les mêmes outils. Sauf que tous les outils dont je vous ai parlé, en fait, ils sont directement utilisables. Donc chaque petit outil, en fait, chaque petit outil d'infra est disponible. Et en fait, si vous voulez réécrire avec votre propre LLM ou avec utiliser d'autres LLM comme celui de Mistral, par exemple, c'est possible via la plateforme, en fait. Donc, c'est les assistants OpenAI, mais en fait, avec n'importe quel modèle, n'importe quel outil. Donc ça, c'est la partie hébergée, Azure AI Agent Service. Donc vous pouvez toujours utiliser les modèles d'Azure OpenAI, soit d'autres modèles, Mistral, Llama, ou votre propre modèle que vous allez héberger dans Azure. Donc juste une petite... J'ai beaucoup d'onglets ouverts, je sais. Donc voilà, c'est toujours le même principe. Là, c'était sur oai.azure.com. Là, c'est la Foundry, le même site, sauf que c'est ai.azure.com, c'est le nouveau site. Et donc, de la même façon, je peux créer des agents, créer du contenu et le connecter avec les outils Microsoft. Donc voilà. Ça, c'est la partie hébergée. Donc, ça se crée soit via l'interface, soit via du code. C'est-à-dire que tout ça, il y a une API, un SDK qui existe, et c'est le même SDK, il est compatible avec le SDK assistant. Donc, s'il y avait déjà fait des choses avec le SDK assistant de OpenAI, ça marche, c'est la même chose. Sauf qu'en fait, tous les outils, c'est complètement flexible. Vous pouvez utiliser n'importe quel outil. Donc, on continue. Donc voilà, ça, c'est un agent. Donc. Alors après, on passe de un agent à plusieurs agents. Un agent, c'est cool, on a vu, c'est pratique, ça fait des tâches. Mais pourquoi ne pas avoir plusieurs agents? Les systèmes à partir de multi-agents, donc c'est la partie autogène dont je vais parler derrière. C'est un papier de recherche, c'est une équipe de recherche qui a fait ça chez Microsoft à la base. Et donc l'idée, c'était de montrer que en faisant collaborer plusieurs agents, c'était plus efficace qu'en utilisant qu'un seul agent qui faisait de la planification pour effectuer une tâche. Donc ça, c'était Autogène. C'est Autogène qui est sorti l'année dernière. Il a commencé par une version 0.2. C'était un produit de recherche, donc c'était Microsoft Research. Ce framework Autogène, qui existe en Python, permet du coup de faire de la conversation, de simplifier la conversation entre plusieurs agents, donc entre plusieurs LLM, soit avec le même LLM, soit plusieurs LLM, et avec plusieurs patterns de conversation. Donc Autogène a déjà une vie courte, mais déjà une histoire compliquée. Autogène, donc la version 0.2, une partie de l'équipe qui avait fait la recherche, ça a tellement bien marché, le système a une telle bonne traction que en fait, le créateur est parti, il a fait un fork d'Autogène, c'est un framework open source, il a fait un fork qui s'appelle AG2, et donc qui est la suite d'Autogène 0.2. Et en fait, chez Microsoft, comme ça a aussi très bien marché, et qu'ils utilisent toujours, en fait, ils ont fait une réécriture d'Autogène. Donc tous ces projets cohabitent en open source. Hein, donc
On a Autogène 0.4 qui est sorti donc, en fin d'année dernière. Autogène 0.4, c'est là une réécriture de cette partie Autogène pour avoir un framework qui soit plus solide et qui soit vraiment fait pour faire des systèmes distribués. Donc voilà comment il se découpe, le framework Autogène 0.4. On a la partie core qui est tout en bas, sur laquelle tout repose. Cette partie core, c'est basé sur le pattern acteur. Et ça permet de faire du coup des systèmes distribués à base d'agents. Au-dessus, on a l'API Agent Chat, donc, qui est une façon simple de faire des agents. Agent Chat, c'est exactement... c'est l'équivalent de ce qu'avait, de ce qui était dans Autogène 0.2 ou de ce que fait AG2. Et au-dessus, on construit son code, on construit ses extensions. Donc, vous pouvez soit construire vos propres applis, soit utiliser des bouts qui existent déjà. Donc, Microsoft, du coup, a ressorti un autre projet de recherche qui s'appelle Magentic One dessus, dont je vais parler un peu après dans les applis, et qui repose sur cette partie autogène. Dans cet écosystème autogène, ils ont aussi sorti 2-3 outils. Il y a Autogène Studio, qui est en fait un outil en no-code, donc qui permet de créer ses agents en no-code. Pareil, tout ça c'est open source, ça sur le repo GitHub d'Autogène. Et des outils d'évaluation. Donc il y a un bench qui permet de coup d'évaluer l'efficacité de ces agents, l'efficacité de ces solutions. Et tout ça, c'est le côté open source, et tout ça, c'est dans le repo Autogène. Il y a, alors ça, c'est une image qui vient de sortir, enfin quelque chose qui est dans le dernier post de Microsoft qui est d'aujourd'hui. Semantic Kernel, qui était un des frameworks historiques de Microsoft sur la partie agent et sur la partie LLM. C'est-à-dire que la base de Semantic Kernel, ce n'était pas orienté agent. Maintenant, il y a une partie agent aussi. Et en fait, l'idée, c'est que Autogène est vraiment fait pour orchestrer des agents, mais quel que soit le langage. C'est-à-dire que ça marche avec... c'est fait pour s'intégrer très bien avec Semantic Kernel. Semantic Kernel qui est fait à la base en C#, hein, je rappelle. Autogène, c'est du Python. Donc, le but, c'est que tout s'intègre et qu'on puisse faire parler à la fois des agents autogènes d'un côté et des agents Semantic Kernel de l'autre, ou autres. C'est-à-dire que dans Autogène, on peut aussi intégrer des tools LangChain, on peut utiliser des agents LabIndex et autres. Et tout ça, ça repose sur la partie Autogène Core aussi. Donc il y a des runtime qui sont en train de sortir et qui existent. Si je reprends juste une partie, donc la partie Agent Chat, en fait, vous allez avoir vos agents. Donc un agent, c'est constitué du coup d'un LLM, d'un modèle de LLM. On lui donne d'accès à des outils, il a accès à de la mémoire. Et évidemment, on peut brancher des composants dedans. Et en fait, tous ces agents de base, si on prend l'API Agent Chat de base, ils échangent sur une file de messages et ils ont une conversation entre eux. Le runtime de base, il est fait pour être hébergé sur une seule machine. On l'utilise quand vous faites vos agents, vous les testez chez vous, vous pouvez les héberger dans un cloud, chez Azure évidemment, mais chez Google si vous avez envie. Et puis la version Agent Core sur laquelle repose Agent Chat, on peut construire reconstruire ses propres agents distribués. Du coup, en partant sur cette base Agent Core et construire ces agents et du coup les distribuer sur plusieurs machines et donc faire des choses. Faire des projets tous plus fous que les uns que les autres, j'allais dire. Enfin, Autogène Studio, qui est la partie du coup no code, ça utilise toute cette partie-là, Agent Chat et la partie core, et ça permet du coup de construire ces agents en code
mais avec du no-code. Et Magentic One, si vous voulez tester, faire vos propres agents avec Autogène, Magentic One, c'est un projet déjà tout prêt, avec plein d'agents déjà tout prêts qui sont déjà spécialisés. Donc il y a un file surfer qui permet du coup de naviguer dans son système de fichiers. Il y a un web surfer qui permet d'aller chercher, de crawler le web et d'aller chercher des informations. Il y a un agent qui permet de coder, donc du coup de générer du code et de l'exécuter. Là, je vais en parler un peu après. D'exécuter des commandes dans le terminal, de lancer des containers Docker. Voilà, donc ça c'est la partie Magentic One, qui était dans mon graphique tout à l'heure. Alors après, les patterns qu'on va avoir de conversation dans Autogène, parce que Autogène, du coup, ça simplifie aussi le fait de faire des patterns de conversation entre agents. Donc un des patterns plus basiques, c'est le group chat, le séquentiel group chat. Donc en fait, dans Autogène, dans Agent de chat, ça va s'appeler le round robin group chat. Donc en fait, le message, les agents parlent chacun à leur tour et en boucle. Donc si par exemple le but du jeu c'est d'écrire du contenu, les agents vont discuter entre eux jusqu'à arriver à l'objectif. Et alors là, j'ai une petite démo juste sur le séquentiel group chat. Donc, je vais montrer un peu de code, hein, c'était promis. Alors. Oui. Je vais faire la démo, puis je montre le code après. Alors, donc là, c'est une interface chat classique, hein, mais derrière, en fait, c'est juste un moyen pour voir ce qu'échangent les agents. Donc là, j'ai dit que l'objectif, c'était de me remplacer. Donc, si par exemple, donc là, c'est des agents qui vont écrire. Le but du jeu, c'est d'écrire le script d'une vidéo YouTube technique sur le sujet d'une conférence. Par exemple, aujourd'hui, je viens pour parler des agents IA. Donc, je vais lui demander l'évolution des agents IA depuis les premiers papiers de recherche des années 80, par exemple. Donc, ce qui se passe derrière, voilà. Donc, le prompt, c'est que ce soit une vidéo YouTube qui soit écrite, qui soit jouée par deux personnages qui ne sont pas Bob et Alice. Parce que c'est toujours Bob et Alice hein, quand on parle d'informatique. Et donc là, c'est des agents qui échangent. Donc là, j'ai le premier qui est le scriptwriter, qui va écrire le scénario de la vidéo. Et j'ai le deuxième agent qui, lui, est le critique. Et donc les deux échangent entre eux. Dont le but, c'est de faire le meilleur script d'une vidéo YouTube pour cet objectif-là. Donc là, voilà, ils ont travaillé tout seuls, hein, c'est du live. Le modèle derrière, c'était O3 Mini que j'ai utilisé. Donc voilà, le premier, qui est le scriptwriter, donc celui qui a écrit le scénario, a commencé par écrire une première version de cette petite vidéo YouTube, donc avec les dialogues de Bob et de Alice. Hein. Donc là, il écrit les dialogues. Donc Bob, vous verrez après, Bob, il me ressemble un peu. Bob, c'était celui de la photo que je vous ai montré tout à l'heure, qui était dans les premières slides. Donc,
ils s'échangent. Le deuxième agent, qui est donc le critique, lui, il va porter ses observations, donc il donne ses critiques sur le script, donc il dit la base du script est solide, offre une vue d'ensemble détaillée chronologique de l'évolution des agents IA, et il donne ses remarques, donc clarté, transition, engagement du public, etc. Et il donne du coup ses remarques pour que le deuxième agent modifie le script. Ça, c'est ce qu'on appelle dans la partie distribuée et agent, c'est le pattern de réflexion. Donc, sauf qu'au lieu d'avoir un seul agent, on a vraiment deux agents qui travaillent ensemble sur le sujet. Et donc voilà, le deuxième agent a modifié son script. Il a fait un script un peu plus engageant. Bob démarre par « Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode ». Et il finit par le script. À la fin, l'agent, le critique, dit « Le script est déjà bien structuré, donc apparemment il est content cette fois-ci. Il intègre effectivement les transitions visuelles et il y a un mot-clé. Il envoie le mot terminate et ça stoppe du coup la génération. Comment ça marche derrière? Donc là, j'ai un point d'arrêt sur le stop. Je vais juste vous montrer très rapidement comment ça marche derrière. Donc, c'est une grosse sandbox de texte, donc j'ai plein de choses dedans. Mais alors, voilà, donc j'ai une team, c'est la script team. J'ai le groupe chat, round robin group chat que j'utilise. J'ai deux participants qui sont le scriptwriter et le script critic agent. Et pour arrêter cette conversation, j'ai utilisé la termination condition. Donc il y a plusieurs façons de terminer une conversation entre agents. Soit c'est un agent qui décide en donnant un mot-clé. Donc là, je vais demander je lui ai expliqué dans le script, quand tu es content du script, tu fais le mot-clé terminate, donc text motion terminate. Et voilà pourquoi la conversation s'est arrêtée. Donc je peux vous montrer, si ça vous intéresse, le scriptwriter. Donc le scriptwriter, c'est un assistant agent. Donc on lui met un nom, on lui met une description. Cette description, elle sert dans un autre pattern de conversation dont je vous parlerai un peu, mais elle peut servir après. On lui donne un client, donc le client derrière, c'est OpenAI, c'est O3 Mini, et on lui donne un système message. Donc dans le système message, je lui ai expliqué ce qu'il devait faire, quels étaient les deux narrateurs, et c'est vraiment et voilà. Et après le script critic agent. Le script critic agent, il est tout simple. C'est voilà, donc c'est pareil. On lui a donné un nom, on lui a donné une description et je lui ai dit donne du feedback à ce deuxième agent. Quand tu es content de la tâche et que tu considères qu'elle est complète, tu dis terminate et ça termine la conversation. Donc c'est ce que j'ai montré dans la termination condition. Donc vous voyez, c'est du coup hyper simple avec Autogène. Donc ça c'est Autogène agent chat. C'est hyper simple de faire des équipes derrière. Alors, je vais revenir un petit peu sur ces slides. Donc ça, c'était donc le groupe chat séquentiel, c'est celui le plus basique. Dans Autogène, on a le sector group chat qui permet de lui de... alors, c'est la même façon, c'est une conversation de groupe entre agents. Donc là, c'est pareil, c'est un des helpers qu'il y a dans Agent Chat. Là, en fait, c'est pas, chaque agent ne parle pas à tour de rôle. Là, en fait, on a un LLM, donc on a le modèle qui va choisir qui est le prochain agent à parler dans la discussion. Donc, le groupe chat est plus complexe.
On peut faire des choses plus complexes. Donc, par exemple, dans cet exemple-là, on a un agent qui, du coup, décide du planning de la tâche à réaliser, et on a 2 autres agents qui ont accès à des outils et qui réalisent des outils. Donc, on a c'est l'agent qui commence la planification, et après, c'est le groupe qui décide, le sélecteur groupe chat qui décide qui parle chacun à son tour. Donc, toujours l'objectif, c'est de réaliser une tâche. On a le pattern Swarm. Donc, Swarm, vous avez peut-être, il y a un framework qui existe d'OpenAI sur Swarm. Swarm, c'est un autre pattern de conversation multi-agent. Et en fait, là, au lieu que ce soit centralisé, donc c'est pas un outil centralisé, c'est chaque agent qui décide à qui il va transmettre la suite de la conversation. Donc en fait, c'est vraiment distribué, c'est chaque agent qui dit bah voilà, je passe la parole au suivant. Et donc il n'y a pas un groupe chat et il n'y a pas quelque chose de central qui décide qui va répondre derrière. Là, dans le pattern Swarm, c'est chaque agent qui décide via la partie end-of. Donc, chaque agent a une liste d'agents à qui il peut transmettre la parole. Et c'est dans le système prompt qu'on va déterminer, qu'on va lui dire bah, tu peux passer la parole à telle personne ou à telle personne et lui expliquer dans quel cas il le fait. Donc là, de la même façon, dans cet exemple-là, on a un planificateur, un agent qui fait le plan et qui transmet la parole à d'autres agents derrière. Et après, voilà, donc là, on a un analyse financière qui a du coup des données derrière, qui a accès à une base de données, un analyse de news qui du coup récupère des news derrière, et enfin l'écrivain, donc lui qui va écrire le sujet derrière. Un autre pattern de conversation, parce que là on a parlé de beaucoup d'agents, mais on ne retire pas l'humain dans l'équation. Il y a toujours un humain quelque part qui doit décider. Et donc, il y a un pattern qui permet de faire le human in the loop, comme on dit. En fait, c'est un agent qu'on va intégrer du coup dans cette équipe d'agents. Donc, en fait, cette agence, la seule chose qu'il fait, en fait, c'est donner la parole à un utilisateur. Et donc, ça permet de valider ou de mettre l'humain quelque part dans le processus de discussion des agents. Donc ça permet, du coup, pas juste comme j'ai montré au début, je démarre la conversation avec ce que je voulais, et après ça continue et les agents ils parlent tout seuls, quoi. Et moi je vois juste le résultat à la fin. Là en gros, ils peuvent demander leur avis à l'humain et l'orchestrateur du coup dit l'humain. Donc, ça peut être une solution, par exemple, si on veut stopper, si on veut que ce soit validé par un humain derrière ou que ce soit l'humain, qu'il n'y a que l'humain qui décide de la fin de la conversation. Voilà. Tout est possible derrière. Donc voilà, ça c'est donc la partie multi-agent et la partie des patterns. Et après, ça tombe bien parce que j'avais mis ça dans mes slides, parler de GPU serverless. Et juste avant, il y avait juste après mon collègue de chez qui était GDE. Qui parlait du coup des serverless GPU dans Google. Ça me permet de continuer sur la partie des serverless GPU dans Azure. Parce que voilà, tout ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on veut, c'est toujours des serverless GPU, ça je suis d'accord. Hein. Et donc il y a des choses dans Azure, hein, je vais le dire aussi. Historiquement, on voulait faire des choses avec des GPU. Effectivement, il fallait, c'était compliqué. Il fallait utiliser du YAS et mettre des GPU dedans et utiliser ça. Ça, c'était le côté historique qu'on avait, que ce soit chez Google ou chez Azure. Donc, on voulait faire des GPU, il fallait monter son cluster Kubernetes ou utiliser des VM. Ça, c'était avant. Aujourd'hui, il y a des choses qui existent. Donc, dans Azure AI Foundry, on a tous les modèles de LLM qui sont disponibles sous forme d'API serverless. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on peut utiliser directement en mode serverless. Et puis, on a la partie Azure Container Apps qui permet, pareil, de prendre des containers, de les brancher sur des GPU et de les faire tourner
dans Azure. C'est pareil, c'est scale to 0, comme ce qu'il montrait tout à l'heure. C'est mieux que chez Google, parce que lui, il a dit qu'il n'y avait qu'un seul type de GPU. Chez Azure, il y en a deux. Il y a le T4 et il y a les gros A100, les gros NVIDIA A100. Donc voilà. Ça, c'est pareil, c'est de la preview. Comme chez Google, c'est encore en preview. Donc c'est en public preview. Hein. Pour l'instant, c'est pas dans tous les data centers du monde. Mais voilà, il y en a aux US, il y en a en Suède, sur le data center suédois et en Australie. Et donc ça, c'est la partie du coup serveur GPU. Donc voilà, évidemment, on peut faire tourner directement ces modèles, que ce soit des modèles LLM ou n'importe quel modèle. Hein, vous voulez faire une tâche qui nécessite un GPU, comme par exemple exécuter des modèles Stability AI ou flux. C'est possible. Ça va être la suite de ma démo. Pareil, c'est du scale to 0 et ça marche. Et il y a un autre, quand on a parlé de serverless, il y a un autre outil très pratique qui est sorti, du coup, qui est sorti maintenant de façon généralement disponible, qui est les Azure Container Apps Dynamic Session. Donc tout à l'heure, je vous ai montré la partie assistant OpenAI qui utilise un code d'interpréteur. Comment ça marche le code d'interpréteur? C'est-à-dire que le LLM génère du code Python. Ce code Python, il est exécuté quelque part. Et le résultat renvoyé. En fait, cette partie, elle est assurée par la partie Azure Container Apps Dynamic Session. Et donc ça, c'est des sandbox pour exécuter n'importe quel type de code qu'on peut utiliser. Donc à la base, c'est le code d'interpréteur Python. Hein, c'est exactement celui qui est dans les assistants OpenAI ou dans les assistants Azure. Et vous pouvez, du coup, très facilement utiliser les dynamic sessions pour envoyer du code qui sera exécuté dans un environnement sandboxé. Tout ça, ça se fait de façon sécurisée via une API. Et récupérer le résultat du code. Donc voilà, les sandbox du code d'interpréteur Python, elles ont la liste des packages, elle est figée. Donc la liste des packages Python, vous ne pouvez pas installer de choses, c'est figé. Par contre, il y a la partie custom container ici, qui permet de prendre n'importe quel container, de faire sa propre sandbox et du coup d'exécuter n'importe quel package derrière. Donc ça, c'est les containers dynamic session. Et il y a aussi la partie, il y a aussi du coup maintenant une version qui est sortie en preview qui permet d'exécuter de la même façon pour du code JavaScript. Donc voilà un petit résumé de tout ce qu'il y a sur cette partie infra. On a les Azure Functions qui sont sortis, qui existent depuis très longtemps, mais qui ont sorti un nouveau plan de consommation pour encore plus de serverless. Il y a les bindings OpenAI du coup qui permettent de générer, de faire de l'event-driven avec des LLM. Il y a la partie container apps donc avec les serverless GPU, les dynamic sessions. Voilà, donc côté infra, on a plein de choses sympas. Et côté code, la suite de ma démo. Donc, j'ai mon script pour ma vidéo qui est tout à l'heure. J'ai toujours mon point d'arrêt, donc j'ai toujours mon code qui tournait derrière. Je vais du coup laisser continuer mon LLM. Et qu'est-ce qu'il va me faire derrière? Eh ben, moi, ce que je voudrais, c'est réaliser la vidéo derrière. Donc, normalement, ça devrait revenir. Ça devrait faire des choses, là. Alors, un petit détail que je disais, dans la console, moi, je le fais pour que ce soit plus sympa dans un navigateur et que je puisse l'exposer. Mais en fait, tout ce que fait Autogène, vous pouvez le récupérer, vous avez une trace dans la console qui vous donne tout ça en fait. Bon après je sais pas si le point d'arrêt, mettre le point d'arrêt au milieu et le remettre plus tard, il a aimé mon environnement. Ah si, ça fait des choses, là, ça y est.
Voilà. Et ce que ça faisait derrière, c'est que mon script, je voulais l'empacter dans un beau JSON. Donc en fait, ce que je lui ai donné, j'ai un agent qui s'appelle ici l'output agent, qui lui est branché sur un modèle GPT-4o. Donc, je vais vous montrer. L'output agent, il est ici. C'était l'étape d'après. L'output agent, ce qu'il fait, c'est que il a un tools qui est le send JSON script et il fait un structure d'output. Il est branché sur un modèle qui fait du structure d'output. Et donc là, je rentre dans le tools, le send JSON script. Et ce qu'il m'a fait, c'est qu'il m'a formaté en fait tout le texte que je lui ai donné avant dans un beau JSON qui est exploitable, lui, par autre chose derrière. Donc ça utilise un modèle identique. Donc là, il valide le modèle. Donc ça, c'est le retour du LLM. Hein. Donc là, j'ai un beau JSON. Ça valide le JSON. Et après, potentiellement, ça peut l'envoyer vers un autre outil. Là, pour le coup, ce que je fais, c'est que je l'ajoute dans la mémoire pour une autre équipe d'agents qui travaillera après à partir de cette suite. Je continue. Donc voilà, j'ai le retour de mon... j'ai un autre, du coup, j'ai la suite qui démarre là. Après l'output agent, j'ai des mots un peu sympas. J'ai du coup un agent qui est un agent illustrateur qui va appeler, qui du coup va appeler derrière, qui envoie un message dans une queue. Ce message dans une queue va démarrer un Azure Container App avec un GPU. Et ce GPU, ce qu'il va faire, c'est que il va du coup générer, parce que pour la vidéo, j'ai besoin d'avoir un nouveau portrait qui va être animé, et donc il va générer une photo de moi, enfin une photo pas de moi, une photo de Bob, mais qui me ressemble un peu, via un GPU dans Azure Container Apps. Donc le serveur de GPU. Donc ce que ça fait, c'est derrière, voilà, et ça a fait le pool de l'image du container. Donc là, il y a le container qui démarre avec un GPU. Donc là, c'est un T4 que j'ai mis, un plus petit, pas le gros à 100. On peut le faire avec parce que ça coûte pas. Du coup, un T4, ça coûte pas cher. C'est la génération d'une image, ça va être quelques centimes de dollars pour ça. Et du coup, je vais, si mon navigateur veut bien, je vais avoir le détail de la console de la génération en direct live, et puis vous pourrez voir l'image juste après. Donc voilà ce qu'il fait, là, il charge le modèle en fait dans le container. Donc le container a démarré en quelques secondes. Là, ce qu'il fait, c'est qu'il charge le modèle de flux. Donc, c'est un modèle de flux, un petit modèle de flux qui a été quantisé pour qu'il rentre dans un T4, parce qu'un flux, c'est un très gros modèle, comme les très gros modèles de Stable Diffusion. Donc forcément, c'est pas passionnant de voir la partie démarrage du modèle. Donc ça va prendre quelques secondes. J'ai fait le test tout à l'heure, ça prend 6 minutes au total. Donc bon, on a le temps de... on a le temps. Ce que je peux vous montrer en attendant, et du coup, c'est mon autre team de modèles. Donc en fait, ce que je lui demande, c'est de me générer un prompt. Ce prompt, derrière, il est envoyé à mon outil. Donc j'ai une portrait team ici. Cette portrait team, elle a le portrait, l'agent qui va créer le portrait. Il a un super prompt bien long pour lui dire génère-moi un super prompt pour un outil de type Stable Diffusion.
il fait appel à un tool. Ce tool-là, ce qu'il fait, en fait, c'est que ce tool, il sait quand c'est Bob qu'il doit mettre mon LoRa, donc le LoRa qui a été développé avec ma tête. Et après, tout ce qu'il fait, c'est envoyer un message dans une queue et attendre le résultat de cette queue. Donc cette file de messages, après, ce qu'elle fait, c'est que l'Azure Container App, il est event-driven. Donc, en fait, il démarre quand il y a un nouveau message dans une queue. Il passe de 0 à 1 ou n containers. Le container démarre. Il charge le modèle. Il va recevoir le prompt, du coup. Le prompt va être exécuté. Il va générer l'image et on va voir l'image. Donc voilà, on voit le prompt ici qui passe. Il a appliqué le LoRa parce que je lui ai envoyé le LoRa. Je lui ai envoyé le LoRa. Et puis, on va voir dans quelques instants la génération. Donc, ça reprend toutes les étapes que il a expliqué tout à l'heure sur Stability AI. Donc, il y a le denoising, il y a la boucle. Ouais. Et puis, c'est tout autonome. C'est l'avantage d'utiliser les agents, c'est que tout ça, c'est fait de façon tout autonome. Donc, la partie génération d'images, je peux vous la montrer parce que même si c'est un peu plus lent comme démo, ça, en gros, en 5 minutes, la démo est montrée. Mais l'objectif derrière, c'est que ça me génère tous les prompts pour générer une vidéo. Ça utilise des outils de texte vidéo et ça génère la vidéo entière YouTube derrière. Donc là, il génère juste le portrait, mais après, voilà, il va utiliser... Donc voilà, il m'a généré l'image latente, l'attente. Il est en train de décoder. Voilà, ça prend un peu de temps parce que cette partie, pour que ça rentre dans le GPU, en fait, cette partie-là, elle est faite sur le CPU, elle n'est pas faite sur le GPU. La dernière partie, celle du celle du VE. Voilà, donc c'est parti. Il a envoyé le message. Donc le message devrait du coup arriver là. Hop, ça arrive ici. Donc voilà, le portrait de moi mode cyborg pour la prochaine vidéo. Et donc il y a le deuxième agent, puisque c'était une team, hein, donc il y a le deuxième agent qui est un agent multimodal, lui qui va se démarrer. L'agent multimodal, en fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va prendre l'image, il va l'envoyer à OpenAI. Il va vérifier que l'image est bonne et le deuxième agent va dire cette image elle est bonne ou cette image elle n'est pas bonne. Et si cette image ne correspond pas à ce que je lui ai demandé comme sujet, il va en faire une image. Si elle est bonne, exactement comme je vous ai montré au coup d'avant, sinon si elle n'est pas bonne, ce qu'il va faire, c'est qu'il va là, voilà, donc là c'est en train de partir, je vois le script, ça c'est l'image en binaire qui passe. C'est envoyé du coup au deuxième agent qui voilà. Et donc le deuxième agent multimodal, il dit il n'est pas content. Donc il dit cette illustration démontre que c'est bien, mais que ça ne me plaît pas vraiment parce que du coup il a généré un nouveau prompt qui a envoyé du coup à l'agent illustrateur. Et donc l'agent illustrateur, du coup, c'est reparti pour un tour là. Ça a redémarré la génération d'images. Donc dans ma container app, du coup, ça régénère une nouvelle image. Bon, évidemment, le modèle est déjà chargé, comme c'était donc ça va beaucoup plus vite à générer. Parce que tout à l'heure, juste le chargement du modèle, ça prenait un peu de temps. Et donc, on va voir si cette fois-ci, il est content, le deuxième agent, mais ça génère. Je pense que je vais être bientôt, dois être pas loin de la fin, mais sur mon timing. Combien? C'est 7 minutes, d'accord. Côté slide, j'ai plus rien à montrer. Donc voilà. Si on fait ça avec des GPU plus gros, évidemment, ça va beaucoup plus vite, mais ça coûte aussi beaucoup plus cher. Donc voilà. Là, l'idée, c'est de faire ça avec un petit GPU
une partie qui est sur le CPU pour le faire rentrer dans le GPU parce que voilà, c'est un gros modèle. Donc, là, roulement de tambour, est-ce que... Est-ce que ça va marcher? Ouais. Donc voilà, ça y est. Ouais, je suis moins... je fais plus cyborg, hein. Moi, je fais un peu plus peur, je trouve, mais sur ce coup-là, Bob, il est un peu plus flippant, là. Donc on va voir ce que dit. Bah, du coup, ça repart. Ça reprend l'agent multimodal qui reprend le boulot et du coup qui regarde l'image, voilà, ça passe, ça tourne. C'est envoyé du coup. Alors qu'est-ce qu'il dit maintenant? L'autre agent. Bah, il a l'air d'être content parce qu'il a dit terminé. Donc voilà. Donc l'image a été générée. Et donc, après, c'est la suite. Et la suite de mon outil, c'est que derrière, je vous expliquais, alors ça va finir par arriver là, je vous expliquais que derrière, le but c'est de générer une vidéo. Donc en fait, ce que ça va faire derrière, il y a plein de logs derrière, donc ça devrait finir par apparaître ici, je pense. Parce que je suis comme mon navigateur RAM. En fait, c'est qu'il va me générer des prompts pour générer toute la vidéo. Et en fait, toute la vidéo, après, va être générée en mode texte-vidéo. Voilà, donc j'ai un premier agent qui va écrire qui est le réalisateur, en fait, le réalisateur de film, qui va écrire un petit scénario de film. Et après, j'ai d'autres agents qui vont travailler sur le sujet et qui vont faire la vidéo. Et voilà. Et donc... bientôt sur YouTube, voilà, vous verrez, il y aura une chaîne. Je lui donnerai une chaîne dédiée, donc il tournera tout seul en autonome bientôt quand ce sera fini. C'est pas très loin, donc voilà. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions, mais merci. Oui. Bonjour. Bonjour. Quelle est la résolution de l'image et de la vidéo après? Alors, l'image que je générais en direct, c'était du 512 par 512 pixels. Donc, c'était une petite image. Après, je peux faire des images. Évidemment, on peut faire des images plus grandes, mais voilà, pour la démo, pour que ça dure pas trop longtemps et que ça rentre dans un petit GPU et tout ça, c'est du 512 par 512. Même si on peut faire plus. Et la vidéo, après, c'est du pareil, c'est du 700 par 500. 768 par 500, ouais. Donc ça, c'est... Voilà, c'est le... Après, en fait, il y a un assemblage qui est fait de toutes ces extraits, parce qu'après, pareil, le portrait il va être animé. En fait, il y a le texte qui avait été généré, il va être dit par un texte to speech, et le portrait il va être animé. Enfin voilà, et puis les autres vidéos vont être générées. Plus tu charges en fait à la dimension, ou même après tu as la dimension et tu as le DPI. Ça, c'est deux choses très différentes. N'oubliez jamais que les dimensions en pixels ou en centimètres, ça n'a strictement rien à voir avec la DPI, donc qui est la résolution profonde de l'image. D'accord ? Je prends un exemple tout bête. Le DPI classique d'un écran actuel, c'est du 96. En pré-presse comme nous, ou même en livre d'art, on est en 300. Ou 244, là c'est du low DPI. Si, en 244, c'est très très bien.
quand tu n'es pas en livre d'art. En livre d'art, c'est 300 dpi minimum, et parfois on monte à 600 dpi. Voilà. Donc, gardez ça en tête. Et plus vous chargez l'image en dimension dpi, plus la génération est lourde. Voilà. Par contre, ce qui est très intéressant sur ce que tu nous as montré, c'est la plomberie qu'il y a derrière. Encore une fois, l'IA ou les larges modèles, ce n'est pas trivial. Ce que l'on voit, nous, c'est qu'un prompt ou un agent, mais derrière, il y a toute une plomberie qu'il faut mettre en place. Voilà. J'avais vu une question. Oui, par là. Je m'étends. Moi, j'avais une question, c'était concernant le... Est-ce que c'est possible qu'un agent parte en boucle infinie, en fait, parce que du coup, l'autre agent dit toujours que c'est négatif, que c'est pas ce qu'il attend, et du coup, en fait, on n'a jamais ce qu'on veut, et un peu comme nous, quand on va écrire un prompt, plus on va en fait lui poser la question, on va essayer de reformuler, mais au final, il va jamais réussir à faire quelque chose de satisfaisant. Est-ce qu'il peut y avoir la même chose comme ça? Ouais, en fait, c'est une boucle wild. Voilà, ouais, en fait, ouais, c'est un petit peu ça. Alors oui, du coup, c'est possible que les agents partent en boucle infinie. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention à quand on crée sa team et quand on crée ses agents. Il y a pas mal du coup un peu d'essais pour arriver à faire des choses intéressantes. Mais voilà, après, c'est la structure, le pattern qu'on va utiliser d'agent, il y a le script, et puis ce que je montrais, les termination conditions, là, qui permettent de régler ça. C'est pour ça qu'on faut mettre des termination conditions intéressantes. Là, j'ai montré que ça avec le texte où c'est l'agent qui décide, mais il y en a d'autres en fait. Ça peut être, par exemple, si on a peur que ça parte en boucle infinie, on peut avoir un nombre maximal d'échanges dans la conversation. Et du coup, on dit max, je sais pas, max 10. Et par exemple, du coup, la team va arrêter pour éviter justement ce phénomène de boucle infinie, va arrêter à 10. Là, j'utilise un modèle assez évolué, parce que là, le modèle que j'ai en démo, c'était O3 mini pour la conversation, sauf sur la partie multimodale où c'était GPT-4o. Mais ça marche avec des modèles plus petits, hein, ça marche avec des modèles plus petits ou avec des modèles locaux qu'on utilise avec Ollama, ça marche aussi. Mais voilà. Donc les modèles plus évolués, forcément, ils sont meilleurs. Surtout que les O3 et O1 DeepSeek, ils ont c'est déjà des modèles qui sont capables de raisonner. Donc en fait, ils ont déjà une première étape où en fait, à l'intérieur, ils font déjà un let's think step by step. Ils ont déjà une première étape de raisonnement. Donc du coup, ils sont moins enclins à partir en boucle et à partir parce qu'ils ont déjà eu ce premier échange entre eux en fait.